Bienvenue à tous à l'atelier juratique qui a pour thème diffuser des vidéos en ligne. Donc cet atelier est une action dans le cadre des ateliers juratiques qui sont des réunions d'information à destination des collectivités et des entreprises du Jura qui ont lieu un lundi par mois de 18 à 20 h. Donc cet atelier est présenté par Jean-Claude Louis de la société Netmind, et Bertrand Pieco de Canopé Cinéma. Canopé Film. Pardon. Voilà. Donc bon atelier à tous et merci. 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 Donc la diffusion, diffuser des vidéos en ligne. Donc on se présente rapidement. Pour ma part, à la base, je ne suis pas du tout, axé dans mon métier sur la diffusion de films ni la vidéo. En fait, je suis arrivé à travailler, mon métier à la base, c'est ingénieur réseau et système au niveau informatique. Et dans mon passe-temps, je suis nageur et poloiste. Et dans le cadre du bénévolat, j'ai été amené à gérer toute l'informatique des compétitions de natation et de water-polo. Et à un moment donné, s'est posé le problème de diffuser, d'enregistrer les compétitions en ligne pour pouvoir les diffuser afin que toutes les personnes, notamment dans les championnats de France, puissent suivre leurs enfants ou leurs petits-enfants en ligne suivant les informations. Donc j'ai commencé à travailler le sujet et je me suis vite attaqué à un très très gros sujet qui est quand même assez complexe. Et dans ce cadre-là, après des heures et des heures de travail sur les différents aspects de la diffusion en ligne, de l'acquisition, du multiplexage, de l'incrustation vidéo, tous ces problèmes-là qui sont extrêmement complexes, les droits aussi qui sont pas simples, je me suis dit j'ai voulu un peu partager un peu toutes les galères et les bonnes pratiques auxquelles j'ai été confronté. Sur ce, Bertrand, qui lui est dans le métier et dans les films, dans la vidéo, lui va nous amener sa compétence et son expérience, surtout au niveau de la diffusion, l'utilisation en tant qu'expert et très, très bon utilisateur de la diffusion. Donc dans cette petite présentation, j'ai envie de dire, je vais vous amener un peu l'aspect technique. Et Bertrand, lui, va amener son expertise et son utilisation en tant que professionnel et utilisateur averti. Voilà. Donc, dans le cas de la diffusion en ligne, il y a en fait deux grandes familles. Donc, la diffusion en ligne de streaming, donc c'est-à-dire diffuser un flux si possible en temps réel ou avec un décalage relativement proche. Et le deuxième, la diffusion de fichiers vidéo en général dans des cadres multiples, promotionnels, didactiques, tout ce qu'on peut imaginer. Donc nous, d'un point de vue technique, même si beaucoup de choses se rejoignent, il y a quand même des contraintes qui ne sont pas du tout les mêmes. Notamment au niveau du retard de traitement, par exemple au niveau des flux vidéo, de ces choses-là, qui sont vraiment des problématiques très importantes qui amènent vraiment des choix techniques totalement différents par rapport à la vidéo. On peut aussi ramener dans le streaming beaucoup de choses, comme des nouvelles utilisations, comme par exemple la formation en ligne, la sécurité. On fait de plus en plus de streaming, de caméras vidéo, de choses comme ça, qui se ramènent en plus d'un usage qui à la base n'était pas du tout prévu
pour ce biais-là. Voilà, alors je vais faire un petit peu de technique, on a commencé. Je vais aller relativement rapidement, simplement pour vous mettre en garde plus pour de petits aspects au niveau des différents problèmes techniques et de quelques termes techniques qui peuvent qui sont à la base très difficiles à comprendre, pour moi qui ont été très durs à comprendre. J'irai donc rapidement sur les différents formats. Je pense que tout le monde est un peu perdu dedans et au niveau des formats, quel format utiliser, quels sont les droits, et la guerre que se mènent les majors pour imposer leur format fait qu'on n'y comprend que dalle. Il faut juste reprendre 2-3 petites choses pour arriver à comprendre un petit peu comment, au moins, quel type de format utiliser. Après, on va utiliser, je ne sais pas si des personnes sont intéressées dans la salle, pour faire de la diffusion de flux, du streaming, ou simplement la... Bon. On peut peut-être faire un petit tour de table pour savoir oui, c'est vrai, et puis savoir ce que vous faites, comme ça. Oui, j'ai oublié. Vas-y, je t'en prie, Non mais... J'ai oublié. Vas-y. Voilà, donc Alain Barbier, Laurence Dupré, on est représentant de la SARL Chloé et on gère le camping de Boïse à Champagnole. Donc on est dans le secteur de l'hébergement de plein air et l'objectif pour nous serait d'avoir un outil qui nous permette de promouvoir l'établissement et donc le camping. C'est vrai qu'on a une clientèle qui est éloignée et aujourd'hui ça se fait beaucoup par internet ou par les moyens de communication modernes. Donc c'est vrai qu'il faut avoir une vitrine qui soit virtuelle et qu'on mette en évidence le plus possible notre établissement, quoi. Donc c'est vrai que la vidéo, les moyens de ce type-là sont assez adéquats pour toucher une clientèle qui est éloignée, qui est distante et qu'il faut à un moment donné arriver à séduire pour qu'ils se projettent comme s'ils étaient à proximité, quoi, finalement. Voilà. Merci. Moi je pourrais en parler un peu après tout à l'heure. J'ai fait plusieurs films pour des campings. D'accord. Christophe Thiebaud, je viens d'ouvrir un magasin, un nouveau concept de magasin luminaire de décoration et digital à Lons-le-Saunier, au 34 rue de la Comédie. Et donc je voudrais apprendre à mettre des vidéos en ligne pour me faire connaître sur les réseaux sociaux, faire éventuellement un film à 360 degrés du magasin avec le mettre en lien sur un site internet que je vais ouvrir à l'automne. D'accord. Voilà. Monsieur Cholanami. Oui, bon, moi j'ai un projet personnel mais qui date un petit peu, enfin je pense que je vais le mettre en œuvre. Et puis j'ai peut-être à très court terme quelque chose de beaucoup plus concret sur le territoire. J'ai accompagné directement et indirectement le passage au bois énergie des coopératives laitières qui font du comté, qu'on appelle une pâte pressée cuite, donc il faut chauffer, pour qu'elles utilisent du bois énergie moderne, granulé ou bois déchiqueté. Le problème c'est que depuis 2007, la dernière fromagerie dans le Haut-Jura qui a fait ce choix, il n'y en a pas une qui a embrayé. Donc je suis tombé d'accord avec les fromagers, des présidents, il y en a 5 sur la région, 4 dans le Jura, 1 dans le Doubs, qui sont prêts à s'exprimer. Seulement, c'est pas seulement un enregistrement sonore, je suis prêt à les filmer. La question, ce sera effectivement de les mettre en ligne, à le partager avec le secteur agricole, en particulier les producteurs de lait, le secteur des coopératives laitières et la filière comté. Voilà, la question c'est que mettre en ligne, filmer, les formats, enfin il y a des tas d'éléments techniques. Sur le plan poser des questions, faire parler, c'est pas un souci. Sur le plan enregistrer, avoir le bon format à mettre en ligne, là pour l'instant je suis incompétent. C'est pour ça que je suis là. Donc effectivement, on a bien fait de faire le format. Donc le tour de table, pardon, pour voir un petit peu les formats. Effectivement, on ira donc rapidement sur le transport. Je pourrais peut-être faire juste un petit aparté sur la diffusion de chaînes ou de vidéos en interne, si vous voulez, sur comment donner accès, par exemple, à des tablettes à tout le monde sur un camping. Mais ça va être relativement simple.
Donc je vais surtout, j'ai regardé aussi un petit peu au niveau des affichages, comment choisir ses clients et ce qui va mieux. Donc on va entrer dans ce qu'on appelle donc un codec et un format vidéo. Alors il faut savoir en fait ce qu'on appelle un fichier vidéo, en fait c'est un conteneur qui contient plusieurs informations. Donc le premier, ce que vous voyez, le type de fichier ou ainsi de suite, ce que vous voyez, le MPEG ou ainsi de suite, en fait c'est le conteneur. Qu'est-ce qu'un conteneur en fait? C'est un fichier qui contient plusieurs pistes. Il contient un ou plusieurs fichiers vidéo, un ou plusieurs fichiers audio, et des métadonnées. Qu'est-ce qu'on appelle les métadonnées? C'est typiquement le texte, donc les sous-titres, les informations, des plans. Alors pourquoi plusieurs fichiers vidéo par exemple? C'est dans le cas d'un concert, on pourra avoir plusieurs vues en même temps. Donc ce qui nous permet, quand on regarde un fichier, de passer d'une piste vidéo à une autre, du texte en anglais, après on passe au texte en allemand et ainsi de suite. Donc ces informations sont contenues dans un conteneur. Donc les grands types de conteneurs que l'on connaît, en fait c'est ce qu'on voit, c'est les fichiers FLV, les fichiers MPEG-2, les fichiers VOB, les fichiers Matryoshka. Non, justement, j'allais pas trop sur MP4, parce que je vais un peu plus loin après, qui contiennent ces informations. Après, chaque donnée a son propre format de codage. Et donc, ce qui veut dire que chaque type de données a aussi son propre format, qui sont eux-mêmes dans un autre conteneur. Donc en fait, quand vous entendez MPEG-2, MPEG-4, MPG-4, MP3 ou certains codecs, en fait c'est le codec à l'intérieur du conteneur. Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que vous avez des tonnes de données. Alors vous avez des conteneurs donc, vidéo qu'on entend souvent, donc par exemple H264, autres. Et vous avez les conteneurs, Vorbis, WebM, RTMP, qui sont les conteneurs qui contiennent toutes ces informations. Alors, il faut savoir, dans cette guerre, que derrière, en fait, vous avez des tableaux qui existent, qui vous permettent de vous y retrouver. Où vous retrouvez notamment le type de fichier. Ça, c'est par exemple, vous allez simplement, j'ai pris une image de Wikipédia, et on peut voir que les différents fichiers contiennent des types de codecs différents. Et le problème, c'est que des droits existent en fonction des différents fichiers, des différents codages, car ils appartiennent à certains et pas à d'autres. Donc en fait, quand vous allez choisir un format, donc par exemple le format AVI, le format WebM, le format MP4, le FLV il n'existe plus vraiment puisque on peut dire que c'est le format QuickTime. Ces formats-là, en fait, utilisent ou non certains encodages vidéo. Donc les encodages les plus connus, MPEG-2, MPG-2, donc là faites bien attention à cette petite astuce. Le codec, il s'appelle MP4, donc ce conteneur s'appelle MP4, mais le codec vidéo c'est MPEG-2 ou MPEG-2 ou MPG-4. Donc c'est en fait l'astuce, elle est vraiment là, c'est vraiment au niveau du EG que vous allez savoir si on parle du codage, du codec vidéo ou du conteneur. Alors le problème de tout ça, c'est en fait souvent les caméscopes qui enregistrent dans un format ou dans un autre, ou des logiciels de montage qui sont compatibles avec l'un ou l'autre. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut faire très attention quand vous choisissez votre matériel, c'est choisir les formats qui sont compatibles entre eux. C'est-à-dire que par exemple, si vous achetez un logiciel qui
qui va vous faire du montage vidéo, qui va vous permettre de faire du MP4 ou du QTAM ou de la vie, il faut bien que votre caméscope, lui par exemple, fasse du H264 ou du MPG2 par exemple. Voilà. Sachez aussi qu'il y a des gros problèmes. Certains encodeurs donc certains conteneurs, donc le système de contenu, ne va pas partout. Il faut savoir par exemple que le MPEG PS est l'encodeur qui contient les DVD. Donc l'encodage des DVD, en fait, c'est du MPEG PS, donc le conteneur, avec un codec vidéo qui est MPG2 et un codec audio qu'on connaît très bien qui est le MP3. Le MP3 vient de là en fait. Le MP3 qu'on connaît partout, en fait, est l'encodage des DVD au niveau son. Toutes les pistes son des DVD sont encodées à MP3. Voilà. Pour un codec qu'on connaît aussi bien dessus, c'est le MPEG TS. En fait, ils ont repris le système de codage des DVD en gardant le même système vidéo, donc l'encodage MP3 et l'encodage, et ils l'ont mis sur un flux réseau. Et ça a donné ce qu'on connaît très bien, c'est la TNT. Par exemple, la TNT, c'est du codage MPG-EG2 avec du format ATS. Donc, sachez, dans le choix de vos utilisateurs, le choix de vidéo, vous pouvez donc utiliser ces formats. Ces formats, par exemple, quand on vous parle de MPEG-2, notamment au niveau des caméscopes, c'est un format très très supporté, puisqu'il est très utilisé au niveau des DVD, il est très utilisé au niveau des logiciels, il est très utilisé au niveau du matériel. Et aussi de nombreuses puces existent qui compressent bien ce fichier. Après, il y a un fichier qui compresse beaucoup mieux, qui est venu, lui, du Blu-ray, c'est le MP4. Donc le MP4, lui, c'est un format, donc c'est le successeur du MPEG-2, qui, lui, compresse énormément les vidéos. Par contre, il faut savoir qu'il ne fonctionne pas avec les caméscopes, enfin très très mal avec les caméscopes, parce qu'il n'a pas un système qui permet de s'encoder via une puce électronique. Donc du coup, il y a un codec qui est arrivé et qui marche pas trop mal, qui est le H264. Voilà. Mais il est propriétaire, donc par exemple, WebM, qui est le format de Google, n'a pas eu le droit de l'intégrer dans son conteneur. Ce qui veut dire, parce que moi, H264, je travaille qu'avec du H264. Et moi, j'ai jamais vu de problème. Hein. Enfin, pas avec WebM, par exemple, tu peux pas le mettre avec WebM. Moi, Ça plus de son. Hein? Ça fait que quand tu le convertis en format, ça te coupe le son. Voilà, c'est exactement ça. Par exemple, moi, j'ai jamais eu. Par exemple, si tu as un outil de montage. Parce que moi, je suis pas un technicien de l'image. On verra après. Moi, je vais aborder une autre partie. Moi, je suis pas à la base. Parce que, en fait, si tu veux, le souci, c'est que si tu achètes. Donc, effectivement, le 264 est assez bien supporté. On est d'accord, là, tu le prends en. Nous, on encode. Tous les professionnels que je connais, on encode nos films pour Internet en H264. Hein. Bon, actuellement, ouais. Le MP4 est beaucoup plus utilisé, tu remarqueras, sur d'autres formats, type, on va dire, sur tout ce qui est format, on va dire, des films de cul, quoi, sur Internet et ainsi de suite. Bon, tu trouveras beaucoup plus des formats de type MP4, parce que ça compresse beaucoup mieux. Oui, c'est plus léger. C'est beaucoup mieux. Mais ça compresse mieux. Donc si tu veux, par exemple, faire de la diffusion, la grosse différence, c'est que si tu prends du 264, tu as très peu de problèmes avec le matériel. Par contre, si tu prends du MP4, tu auras des problèmes si tu veux récupérer facilement des données provenant d'un caméscope. Alors ce qu'il faut dire aussi à tout le monde, parce que là tu fais peur à tout le monde, c'est qu'il y a des convertisseurs sur Internet gratuits qui vous permettent de convertir des formats de fichiers. C'est-à-dire que si jamais
vous récupérez des fichiers avec un format qui n'est pas compatible avec votre logiciel de montage, si vous faites le montage vous-même. Après, il y a des solutions, il y a plein de logiciels qu'on peut télécharger sur Internet qui vous permettent de passer d'un format à l'autre. Voilà. Oui, sauf qu'on a des gros soucis avec. Oui, t'es très alarmiste. Ah ouais, parce que j'ai galéré comme un malade avec. Et notamment des problèmes très souvent de décalage de son. Parce que si vous n'avez pas les formats qui vont bien ensemble, comment dire, dans le conteneur, vous avez le conteneur, c'est lui qui va définir le temps. Quand vous allez lire le fichier sur Internet, ou ainsi de suite, il y a des petits instants et des petits moments. Il y a le système qui fait un battement de cœur. Et les différents, comment dire, composants du lecteur vidéo va accélérer ou non la vidéo ou l'audio en fonction de ces battements de cœur. Et si les codecs, parce que forcément les battements de cœur ne sont pas tout à fait les mêmes, et parfois on a des gros problèmes de décalage de son, tout simplement. Et donc du coup, vous ne comprenez pas, et d'un seul moment, il y a le son qui se met à accélérer. Alors vous n'avez pas compris pourquoi, ou ainsi de suite. Vous allez avoir un fichier, vous avez dit, et vous allez galérer pendant... Parce qu'à chaque fois que vous faites la manipulation, ces convertisseurs sont aussi très longs. Parce que quand vous encodez un film ou ainsi de suite, vous êtes facile à des heures de travail. C'est des heures, quand vous faites de la compression MP4, par exemple avec des très bons processeurs, vous êtes, si vous par exemple, vous passez d'un MP2 à un MP4, d'un MP2 à un MP4 par exemple, si vous prenez un DVD, vous l'encodez pour le mettre en MP4 par exemple, vous êtes de l'ordre de 2 à 3 heures de travail d'un très bon ordinateur. Alors, je suis d'accord, c'est faisable, mais je dis simplement que si on veut que ça marche pas trop mal, il faut essayer de respecter 2-3 petites choses. Par exemple, le passage de MP2 à MP4 va pas trop mal en compression. Il faut dire ce qui est, puisqu'on reste dans des logiques d'encodage qui sont quasiment les mêmes. Le H264, par exemple, pose un tout petit peu plus de problèmes parce qu'il n'a pas une logique informatique, il a plutôt une logique matérielle. Puisque, en fait, son battement de cœur n'est pas du tout le même. Puisqu'il est géré généralement par des coprocesseurs. Donc, beaucoup d'appareils maintenant à mettre un petit processeur H264 et son 264 en natif, ce qui fait que ça marche très très bien. Donc moi personnellement, je vous dirais que pour faire du travail, donc la mise en vidéo, plutôt à voir avec du matériel de type H264, pour moi, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est le plus simple. Par contre, si vous voulez faire de la grosse diffusion et mettre beaucoup de données en ligne, plutôt à partir sur du MP4. Voilà. Si vous voulez faire vraiment, après, la diffusion en ligne, par exemple dans le camping, faire une chaîne interne, la diffusion de la rediffusion de télé, la rediffusion de lignes, par exemple dans les bagalos via le Wi-Fi, des choses comme ça, plutôt partir sur du MP2, du standard, c'est-à-dire quelque chose de supporté partout, où vous allez avoir peu de problèmes. Voilà. Voilà, mais je ne vais pas beaucoup plus loin. Moi, je ne suis pas un diffuseur de films. Nous, on les fait, les films. On les réalise. Ouais. Après, c'est pas nous qui nous organisons la diffusion technique. Après, moi, je te dis... Donc, on a une approche. D'ailleurs, c'était bien, très complémentaire et différente. Voilà. Donc, moi, je peux dire... Le technicien, il y a le commercial. Ouais, je pars après, mais après... Non, c'est un bon utilisateur. Hein. Franchement, c'est pas... Je dis pas... moi franchement je suis plus quelqu'un qui a galéré des heures à essayer de mettre des trucs en ligne pour que ça marche à peu près au niveau de diffusion, que tout le monde puisse arriver à les lire sur les navigateurs. Toi en plus tu diffusais des films quand même avec des durées très longues, non? Ah ben moi j'ai pas de durée. Ah non, toi c'est du streaming, oui tu faisais beaucoup de streaming. Ouais. Voilà. Ouais. Et après j'enregistrais. Pendant que je faisais le streaming, j'enregistrais et après je repassais en MP4 pour pouvoir derrière
mettre les meilleurs moments, comment dire, les championnats de France ou ainsi de suite. Et après, je me suis mis aussi à retravailler un petit peu parce que pendant un certain temps, on s'est essayé à diffuser les ateliers en ligne. En direct, voilà. Donc et après, on reprenait, c'est Alban qui reprenait les fichiers, on a pas mal galéré sur les formats de fichiers, toutes ces petites choses-là, qui aussi nous ont posé des problèmes effectivement, sur tous ces problèmes de choix de codec au moment de l'enregistrement, au niveau du matériel et ces choses-là. Et des choses qu'on ne comprend pas à la base pourquoi, et souvent, quand on reprend ces tableaux, on comprend les enchaînements techniques et les choix des codecs qu'il faut prendre à la base. Et donc voilà. Donc voilà pour la partie codec. Des petites questions? Donc, voilà, bon, on va aller rapidement, vite fait. Simplement, donc la diffusion, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que dans tous les cas, on ne peut pas diffuser directement en ligne des vidéos. La diffusion en ligne de vidéos, que ce soit du streaming ou de la vidéo, est quelque chose d'extrêmement gourmand au niveau des serveurs. C'est quelque chose qui consomme énormément de ressources, que ce soit en termes de place. Vous avez vu que la vidéo, ça prend beaucoup de place, mais ça prend beaucoup aussi de débit sur les réseaux. Donc, les plateformes de diffusion, on ne peut pas choisir de prendre sa ligne internet et diffuser directement une vidéo en ligne ou directement des vidéos depuis son fichier, comme on peut faire avec un site web. N'importe qui, normalement, depuis une ligne internet, peut mettre un petit serveur web et diffuser donc, des sites web, mais de la vidéo, c'est pas possible, parce qu'il suffit que vous mettiez 2 ou 3 vidéos en simultané et votre ligne, elle est complètement saturée. Donc il faut absolument passer par les plateformes de diffusion de vidéos qui sont généralement hébergées dans des data centers, qui ont généralement des lignes internet de folie, quoi. Des lignes qui voisinent les minimum les 200 mégabits seconde, voire des gigabits. Voilà. Pour YouTube, je n'ose même pas imaginer combien il doit avoir de débit, ça doit être absolument phénoménal. Donc, dans le cas d'une diffusion, le principe généralement, c'est que vous avez votre petit poste, vous envoyez vers un serveur. Donc là, ça peut être YouTube, Icecast. Dans mon cas, c'est une plateforme que j'ai testée qui s'appelle Icecast et qui vous permet, après, ce serveur-là, lui, va faire un espèce de parapluie et va rediffuser, en fait, à toutes les personnes qui le veulent, en temps réel ou non. Donc il faut bien partir du principe qu'en fait, la diffusion vidéo se fera obligatoirement en mode parapluie. C'est-à-dire, vous avez votre petit ordinateur, et là, vous aurez le serveur, qui lui, va diffuser à tout le monde. Vous envoyez, toujours dans ce sens-là, vous envoyez au serveur, qui lui, va diffuser à tout le monde. Ce principe-là. Voilà. Que ça soit Icecast, comment dire, YouTube ou Dailymotion, tous utilisent ce principe. Est-ce que tout le monde a déjà déposé des vidéos sur ces... Enfin, est-ce que vous avez déjà déposé des vidéos sur ces... Non. Non, jamais, d'accord. Par contre, on en voit. Oui. Et puis il y a des moments où la qualité est très variable. Ouais. Quand on veut mettre du plein écran, de temps en temps c'est tout flou. Alors ça tient à quoi? C'est qu'elle est mal trop compressée ou... Ça peut être parce que maintenant sur les plateformes comme YouTube, Vimeo, on choisit, enfin il y a une définition par défaut. Après vous avez déjà des paramètres que vous pouvez changer. Donc normalement vous avez dans votre fenêtre un petit icône en bas à droite qui vous permet de définir la définition de l'image, quoi. Et généralement elle n'est pas réglée au maximum par défaut. Donc... Je vais y venir au niveau des diffusions tout à l'heure. Donc, avant attendez, j'ai oublié une petite chose. Donc, au niveau, dernière petite chose qu'il faut savoir,
On a plusieurs modes de communication. Le mode de communication qui vous intéresse, c'est que on a deux choix en fait. Soit tout le monde regarde la même chose en même temps. Là, on est dans le cas de la diffusion d'une chaîne vidéo, tout simplement. Par exemple, si tout le monde veut regarder le match sur Internet ou dans mon cas, c'était la compétition de natation ou autre, ou on veut regarder la vidéo, quand l'utilisateur le souhaite. Donc à partir de là, deux modes, grands modes existent. Donc le mode de diffusion unicast ou multicast. Unicast, en fait, c'est que chacun peut choisir d'aller voir la vidéo à l'instant où on veut. Et le multicast, c'est des systèmes de vidéo, c'est celui utilisé notamment pour la Vobox. C'est-à-dire que vos box en fait reçoivent en fait un petit bout. Chaque box en fait va sur des serveurs Icecast et chacun regarde au même moment le flux quand il le souhaite, mais il ne choisit pas le moment qu'il récupère. Le flux est tout le temps le même. Donc là, on est dans un mode multicast. Si vous voulez diffuser des informations, dans un groupe ou par exemple dans un camping, il faudra choisir des méthodes multicast. Les méthodes multicast, elles ont une obligation, c'est qu'il faut du matériel spécial. Une box, ou des routeurs spéciaux, ou un matériel réseau équipé qui fait du multicast. Le multicast, tout simplement, c'est un paquet. Au lieu que, vous avez un train où chacun choisit les trames et le contenu qu'il veut, là c'est du contenu qui est envoyé à tout le monde, et chacun, par contre, quand il voit passer le train, prend les informations dont il a besoin. Ce qui fait que du coup, ça fait beaucoup moins de trafic réseau, et ils peuvent gérer ceci. Voilà, tout petit abané. Dernière maintenant, les lecteurs. Donc au niveau technique vidéo, on a plusieurs choix. Maintenant, les lecteurs vidéo sont relativement bien faits et sont bien gérés dans les dans les navigateurs web. Donc actuellement, on est dans le mode HTML5. C'est pas trop mal géré. Par contre, on a beaucoup de soucis sur les formats des tablettes, des différentes tablettes au niveau iTab et ainsi de suite. Et donc à partir de là, le seul choix qu'il faut faire attention au niveau des formats de diffusion, il y a aussi le lecteur, la cible que vous allez mettre sur votre format. Notamment au niveau par exemple pour Windows sur tes téléphones par exemple, c'est très difficile d'avoir un format qui va très bien au niveau diffusion. Sur l'Apple, si vous restez sur du H264, ça va pas mal. Si vous restez sur de l'Android, ça marche pas trop mal sur des tablettes. Et du MP4 est à peu près géré partout. Par contre, si vous voulez une cible qui est plus avec des appareils sous Microsoft, vous allez avoir plus de problèmes. Voilà. C'est juste pour faire un petit appel que aussi le choix que vous voulez toucher au niveau de la diffusion de vos flux implique aussi sur le format que vous allez choisir. Alors pareil, il faut quand même préciser que quand vous déposez votre film sur une plateforme vidéo comme YouTube ou Vimeo, la plateforme, elle va automatiquement générer plusieurs fichiers. Et elle va dupliquer en fait votre film en plusieurs formats, avec des tailles différentes, des niveaux de résolution différents, et des fois des formats différents. Donc il y a... moi je suis assez... donc ça permet, ça simplifie le problème, ça c'est vachement bien parce que du coup vous avez pu on a pu à se soucier, enfin vous avez juste à vous soucier de pouvoir envoyer votre film, votre fichier avec un format que la plateforme va reconnaître, et ensuite la plateforme elle va générer plusieurs fichiers. Parce que toi, tu es beaucoup dans la diffusion, je pense, en streaming, mais sur le dépôt, c'est vrai, quand on fait un film, qu'on le dépose juste sur une plateforme pour le diffuser, c'est quand même assez simple. Sauf qu'il faut bien choisir le format. Ouais. Mais ça, après, les plateformes, vous avez l'information des formats qui sont acceptés. Oui, sauf que tu as vu le tableau YouTube.
Je sais pas, mais moi j'ai jamais eu de problème pour déposer un film et je fais des fois des ateliers. Justement, on avait fait des animations pour aider les gens à réaliser leurs films, des ateliers. Et enfin, c'est simple quand même maintenant. Enfin, je trouve pas. Toi, tu t'attaques à des diffusions des fois complexes aussi. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses. Par exemple, si le format, par exemple, qui est utilisé, le H200, pas le H264, je cherche le terme. Ah zut, 2024. Ah là, en Full HD, non? Le Full HD, ouais, mais c'est 1080 pas. Oui, c'est du 2024. Le X1024, non? Je sais pas, mais moi je vais pas dans ces niveaux. Enfin, mais je suis pas un diffuseur, je suis un faiseur de films. Et du coup, nous on encode. Moi j'envoie tout en H264 en point oui, mais ça c'est le format, c'est pas la taille de ta vidéo. Ah oui, en 1080 par. En Full HD quoi. Ouais, sauf que les termes utilisés, ils sont sur la plateforme, ils sont pas à ce niveau-là. C'est quoi, 1080 par 1920, c'est ça que tu cherches? Ouais. Ouais, non, mais c'est un terme. Il y a un collègue, je t'avais fait un tableau d'ailleurs sur l'utilisation à ce niveau-là. Mais bon, on va y revenir plus tard sur les plateformes. Donc là, je vais aller très vite sur l'acquisition vidéo. Le matériel utilisé, donc est resté donc dans un format standard si vous faites pas du streaming. Le streaming c'est quelque chose de complexe, donc au niveau matériel on va pas en parler, c'est pas nécessaire de l'aider. Si vous voulez faire de l'enregistrement, prenez du matériel ultra simple, donc par exemple en H264 actuellement c'est ce qui va le mieux, voire MP4 si certains encodeurs niveau caméra le permettent. Voilà, sachez, voilà. Au niveau du montage, du mixage, donc là c'est pareil, vous allez rester sur des logiciels ultra standards qui vous permettent de gérer vos petits montages. Il y en a 2-3 sur internet qui existent, qui vous permettent, qui sont aussi gratuits, qui vous permettent de faire du montage de... Quel nom vous avez? Alors, sur Windows, vous avez Windows, c'est Windows Movie Maker, c'est ça, hein. Moi, il y a longtemps que je n'ai pas utilisé Windows, mais moi, on avait fait des ateliers justement avec les professionnels du tourisme pour qu'ils s'apprennent à faire des vidéos, à les mettre en ligne. Honnêtement, c'est pas, enfin, moi, je trouve absolument pas pratique ce logiciel. Il est atroce à l'utilisation. Après, il vous permet de faire des films simples en mettant bout à bout des images, en les coupant. Vous avez par contre un niveau de possibilités très limité sur le son. Donc je crois qu'on peut mettre deux pistes son. Le son de votre, que vous avez enregistré avec votre caméra, et puis une piste audio par exemple, une musique. Mais voilà, c'est assez limité. Tous les logiciels gratuits, on peut faire des montages qui peuvent être très bien. Moi j'ai commencé à faire des films il y a 5 ans, j'utilisais un logiciel gratuit sur Mac, c'était iMovie. iMovie, les professionnels, ils ne voyaient pas la différence avec ceux qui utilisaient des logiciels très sophistiqués. Sur du montage simple, ça suffit largement les logiciels gratuits. Après, iMovie est gratuit sur Apple parce qu'il est fourni directement sur l'ordinateur, comme Windows Movie Maker est fourni sur les PC, mais iMovie est beaucoup plus convivial que Windows Movie Maker. Après, il y a d'autres logiciels. Moi, honnêtement, j'en ai testé pas mal avec des stagiaires en atelier. Nous, on utilisait par défaut Windows Movie Maker parce que c'était celui que tout le monde avait, parce que la plupart des gens ont un PC. Après, ça vaut le coup d'aller peut-être... Enfin, si vous voulez faire des choses un peu plus élaborées, il y a des logiciels accessibles autour de 80 €. Enfin, les premiers prix, c'est entre 50 et 100 €. Voilà. Mais Windows Movie Maker suffit largement pour faire un film. Par contre, la logique n'est pas toujours simple. Ouais. En fonction des logiciels. Parfois, ça vaut le coup de faire une petite formation. Je vous conseille de faire une petite formation un petit peu avant, parce que la logique même de montage
La logique du montage n'est pas quelque chose, je trouve, relativement standard comme un Word ou ainsi de suite. Il y a il y a la notion de piste, de temps, décalage qui est pas. Je sais pas, moi je suis tendance à dire. Non, mais. Franchement, au début, tu tombes dessus. Quand tu n'as pas la logique de film, de montage vidéo, d'avoir vu des montages, les termes qui sont marqués, comment ils appellent ça, le cutter, pour faire la coupure dans le montage des images et ainsi de suite. Tu cherches un moment. Mais c'est super intuitif maintenant quand même par rapport à ce que c'était avant. Moi j'ai vu, enfin je vois certains logiciels. Oui. Moi non mais j'encourage les gens à faire des films. Oui, bien sûr. Je veux qu'ils aient un qui. Moi je dirais que pour avoir formé 2-3 bénévoles pour faire par exemple des petites vidéos sur des ateliers, sur des galas de natation synchronisée par exemple. J'en ai un petit peu galéré pour expliquer comment ça marchait quoi. Il y a quand même une petite, je pense ça vaut le coup d'aller une petite formation, une petite heure, simplement pour montrer les bases du montage. Ouais. Moi, par expérience, j'ai vu quand même pas mal de professionnels du tourisme dans des ateliers. C'était des ateliers sur 2 jours, une journée pour apprendre à filmer, une journée pour apprendre à monter. C'était avec le CFPPA à Montmoreau qu'on faisait ça. En fait, les gens ils s'en sortent très vite avec le logiciel, dans l'utilisation du logiciel. Honnêtement, c'est très très intuitif, ils vont très vite. On voyait pas trop de problèmes. C'était plus dans la logique. Comment construire mon montage, c'était plus là que finalement, moi j'ai intervenu sur l'apprentissage parce que la logique de couper les plans, de les mettre bout à bout, de rajouter une piste son, on fait c'est du photocollage, enfin on prend les plans, on les coupe, tac, on les colle, ça se fait à l'ordinateur, c'est un collet déplacé la plupart du temps, donc ça se fait assez bien. Par contre, ce qui était moins intuitif, c'était penser à faire tous ces plans au tournage, des plans de coupe, des plans très courts. Les gens avaient tendance à faire des plans longs, alors qu'on perd très vite l'attention du spectateur dès qu'on est sur des plans longs. C'était plus là-dessus en fait qu'on s'apercevait que les gens avaient besoin d'apprendre et de se familiariser avec le langage vidéo, quoi. Mais honnêtement, moi je suis assez... aujourd'hui, ils font quand même des outils très intuitifs par rapport à ce qui existait avant, quoi. Et moi je dis toujours, ça a la portée, enfin c'est quand même assez... Oui. Moi je veux pas décourager les gens, je veux plutôt les encourager à essayer à faire. C'est sûr, on n'est pas dans du développement de films, de jeux vidéo, c'est ultra simple. Je suis d'accord, mais il y a un petit, je pense qu'un tout petit, comment dire, un petit aide, c'est comme un peu un site web. Si un petit pouce au départ peut vous aider. N'importe qui peut faire sa page web. Mais un petit coup de pouce au départ, ça évite des heures de recherche. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas non plus. C'est à la portée de n'importe qui. C'est juste qu'on va passer plus de temps sans un petit coup de pouce. Et souvent, la prise de tête, c'est effectivement quand les formats ne sont pas acceptés par le logiciel. Trouver le bon logiciel pour les convertir, les formats de votre fichier, pour qu'ils puissent être acceptés par votre logiciel de montage. Exactement. En atelier, c'était souvent ça la prise de tête. Puisque moi, les gens venaient avec leurs caméras et leurs appareils photo. Il y avait toutes les marques, donc il fallait aller chercher, fallait des fois convertir certains fichiers vidéo pour pouvoir les importer dans le logiciel de montage. Exactement. Oui, j'étais un peu vite. Voilà, alors, on attaque le dernier cas qui est vraiment la diffusion de vos plateformes et des différentes plateformes. Là, je pense que ma partie qui était plutôt la diffusion vraiment en ligne, donc pour expliquer les différences de la diffusion en ligne au niveau YouTube va s'effacer parce que là, les plateformes effectivement sont relativement proches. La diffusion en ligne, YouTube est vraiment particulier par rapport à Dailymotion. Et pour la diffusion en ligne, de streaming,
est quand même en mieux que Dailymotion au niveau streaming, donc sur un événement en constant et livecast. Je pense qu'à la base, quand on a commencé, il fallait avoir ses propres plateformes de diffusion en ligne. Je pense qu'actuellement, à part revirement des géants qui font des grosses plateformes qui sont YouTube et Dailymotion, il n'y a aucun intérêt à garder actuellement ou à investir dans un morceau ou louer un hébergement sur un serveur d'une plateforme. Actuellement, il n'y en a aucune qui arrive à la cheville au niveau ressources qu'ont les ténors. Et actuellement, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Comme on peut louer un espace pour avoir son site web, et ainsi de suite, là, il n'y a aucun intérêt de louer un morceau sur un serveur de diffusion. Actuellement, la seule chose qu'on pourrait avoir, c'est vraiment faire de la diffusion. Deux cas particuliers, vraiment avec de l'incrustation, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, c'est quand même très complexe et on n'aura pas les mêmes rendus. Donc actuellement, pour l'instant, la diffusion simple. Après, si vous avez un site web, on peut toujours mettre des vidéos, mais sachez que les sites web sont vite engorgés au niveau infrastructure et au niveau des débits. Il faut savoir en fait que dans les data centers, quand vous louez un serveur web, si vous diffusez des vidéos dessus, vous déposez, parce que vous avez toujours la possibilité quand vous avez un site web de déposer des photos, des vidéos, de l'audio, ainsi de suite. Si l'hébergeur détecte trop de débit, donc de diffusion de vidéos, par exemple, elle fait un tabac, tout le monde la télécharge, et ce fichier, donc cette vidéo prend trop de ressources au niveau serveur, les contrats au niveau des hébergeurs font qu'ils peuvent vous bloquer votre site, puisque on loue un serveur, un site web, mais il y a des limites de bande passante qui sont inscrites dans les contrats et qui peuvent vous bloquer carrément votre site. Donc c'est pour ça que quand vous diffusez, moi je conseille de passer, de ne pas prendre la vidéo et la déposer sur son site web, mais plutôt effectivement la mettre sur une plateforme et de faire un lien sur son site web pour aller la voir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le fichier, il est sur la plateforme. Il faut savoir aussi, il y a encore une grosse restriction, c'est sur là on parle de diffusion sans restriction de droit. Si vous avez la restriction de droit, par contre, ne pas utiliser une plateforme de diffusion. C'est la seule. Qu'est-ce que tu appelles restriction de droit? Le fait de ne pas Typiquement, pouvoir par télécharger? exemple, si vous voulez diffuser le fichier, mais qu'à certaines personnes. Alors, ça, c'est possible sur certaines plateformes. Comme Vimeo YouTube. permet. YouTube, mais les données sont indexées quand même. Le contenu est quand même travaillé. Tandis que quand le contenu, par exemple, typiquement, moi j'ai eu le cas, un client qui filmait ses machines-outils. Parce qu'il voulait montrer, mais dans ces machines-outils, il y a un process. Donc il ne faut pas savoir comment marche la machine-outil, et ainsi de suite. Vous les mettez sous YouTube, cette vidéo, il ne faut pas qu'elle parte. Donc là, dans ce cas-là, on va sur une diffusion qui est vraiment propre, qui est propre à chaque personne et qu'on peut limiter. Et bon, on n'est pas dans ce cas-là autour de la table. C'est vraiment une toute petite parenthèse, mais vous remarquez... Mais Vimeo est très bien comme plateforme pour justement, nous on dépose toutes nos maquettes pour nos clients sur Vimeo et ensuite on leur envoie un lien avec un mot-clé. Il n'y a que qui peuvent ouvrir le film. On peut même choisir les adresses des gens à qui on autorise l'accès au film. Donc. Mais après nous c'est plus une plateforme, enfin là on l'utilise comme une plateforme de travail, d'un outil de travail. Sauf que le souci c'est que dans les data centers il y a des gros problèmes
comment dire, de restriction de l'information. Donc effectivement, notamment avec les droits, comment dire, après le 11 septembre, donc, qui obligent tous les opérateurs de data center d'ouvrir comment dire, les portes aux différents. Donc, je suis d'accord que dans le cas d'une vidéo, ça ne pose pas de problème. Dans le cas d'un process, d'une vidéo qui contient encore un process particulier ou des informations confidentielles, il ne faut pas utiliser ces plateformes. Voilà. C'est juste vraiment, Bertrand, je suis dans un cas, je prêche. C'est pour les usages, par exemple, des industriels, des personnes comme ça, qui peut-être verraient la vidéo en ligne et penseraient à diffuser sur ce genre de plateforme, qu'ils aient conscience que oui, leur propriété intellectuelle ne leur appartient plus. Typiquement, la Chine a été soupçonnée de faire du piratage de données vidéo. C'était dans le cas d'Airbus. Oui, donc voilà. Mais vraiment, c'est pour, si jamais il y en a qui écoutent, qui veulent se dire, tiens, j'ai posté sur YouTube mon usine en vidéo, c'est peut-être pas Ils ont recherché, après, ils ont pu, à première vue, ils ont été sur les plateformes en ligne, les data centers, et ils ont récupéré la ligne. Première vue, c'est ça. Donc, par exemple, c'est un cas particulier qui existe, qui a fait beaucoup grand bruit dans notre milieu, nous, des serveurs. Voilà. C'est vraiment, je veux dire, remarquez, j'ai quand même bien insisté sur les plateformes de diffusion actuellement, c'est le sujet. Voilà. Si on a un petit peu de temps, si ça vous intéresse, à titre particulier, j'avais prévu un petit bricole, et là on a déjà perdu pas mal de temps. Pourquoi perdu sur la diffusion interne Oui, en interne en multimédia à titre particulier entre ces appareils vidéo. Si vous voulez, on prendra 5 minutes à la fin. C'est vraiment dans le cas ludique, c'est pour pouvoir partager de la vidéo entre sa télé, ses ordinateurs, ses téléphones et ainsi de suite. Ouais, pareil aussi, dans le cas ça peut être intéressant dans le cas d'un camping. Voilà. Mais on est dans un autre domaine. Voilà. J'ai mis aussi VLC parce que pour moi, c'est un super outil. Voilà. Ouais. Actuellement, c'est vraiment le lecteur à tout faire pour convertir, pour diffuser ou ainsi de suite. C'est vraiment l'outil qui va bien. Franchement, parce qu'ils ont fait, c'est des Français en plus. Ah bon ouais. C'est à la base, c'était pour faire la diffusion vidéo de films à l'intérieur de quelle université, je ne sais plus laquelle. Une université de Paris, ça doit être. Voilà. Et ils ont commencé à développer ce logiciel, ils ont intégré tous les codecs dedans, et franchement, il va très bien. Et il y a un paquet de formats assez impressionnants en petit utilitaire particulier. Ouais. Je vous le conseille. Quand on n'arrive pas à lire, on met dans VLC, ça marche. Et il permet de convertir aussi. Sachez, il y a une petite fonction qui vous permet de convertir n'importe quel format. Quand vous faites à côté de fichier ouvrir, vous pouvez faire fichier convertir avec un petit assistant qu'ils ont amélioré ces derniers temps, qui va permettre. Bertrand. Alors, moi je vais me présenter parce que du coup je ne me suis pas présenté en tour de table. Moi je ne suis pas du tout un technicien de la vidéo. Donc je vais, quand Alban m'a dit on fait un atelier vidéo, c'est vrai que moi j'ai eu des bureaux ici pendant 1 an et demi, donc je fais des films depuis 5 ans, donc je me voyais, j'ai dit moi je veux bien participer, je veux pas arriver comme l'expert, comme on m'a présenté tout à l'heure. En fait, je vais avoir plutôt une approche stratégique. Moi, j'arrive de la communication. À la base, j'ai fait une école de commerce, j'ai bossé dans le marketing et dans la communication assez longtemps, notamment à la promotion touristique du Jura. Je travaille 8 ans au comité départemental du tourisme. Et comme je faisais beaucoup de photos et beaucoup de théâtre, il y a 5 ans, j'avais envie de faire autre chose, de changer. Et du coup, j'ai failli partir dans la photo et je suis parti dans le film. Et j'ai bien fait d'ailleurs, parce que la photo c'est un peu bouché, on va dire, c'est compliqué aujourd'hui d'en vivre. Alors même si le film c'est de la photo, d'ailleurs moi je filme qu'avec des boîtiers photo quasiment, c'est rare que je prenne une caméra. Pourquoi des boîtiers photo? Parce qu'en fait, d'abord au départ c'était pour la qualité de l'image, il y a 5 ans les boîtiers photo ont révolutionné le monde de la vidéo et le monde
du film en général, parce qu'il permettait de faire une image cinéma avec un petit boîtier grand comme ça. Il y a plein de contraintes, il y a plein d'inconvénients, mais au niveau qualité de l'image, on choisissait son optique comme au cinéma. Enfin bref, et moi aujourd'hui je continue à bosser avec des boîtiers photo parce que c'est un autre avantage, c'est qu'il y a un rapport à la caméra qui est très convivial. Les gens sont beaucoup moins impressionnés quand vous leur pointez un appareil photo en face d'eux que quand vous leur mettez une grosse caméra. Vous êtes vous-même caché derrière la caméra, quoi. Donc moi le rapport humain du boîtier photo par rapport aux gens qu'on filme m'intéresse beaucoup. Voilà, donc moi je vais arriver aujourd'hui, on s'est dit alors comment enfin toi tu as une approche assez technique parce que tu es un technicien. Moi je suis pas un technicien, je suis plutôt un créatif et qui fait et puis j'ai aussi le côté stratégie en communication qui était mon métier avant. Donc je vais plutôt parler de ça, en sachant que moi ce que je dis toujours en formation, ce que je dis n'est pas parole d'évangile, moi je vous livre juste ma vision des choses et mon expérience. Mais voilà, c'est ma vision des choses et ça n'est que ma vision des choses. C'est pas parole d'évangile. Je détiens pas la vérité. Donc là on va parler surtout, moi du coup je me suis plutôt attaché à répondre à ces questions-là. Quel site choisir? Ben là on en a déjà parlé. Le choix du format de film, parce que quand on veut faire un film, il y a plein de sortes de films différents. Moi j'ai bossé 2 ans dans le cinéma. Nous aujourd'hui on fait beaucoup des films de communication, des films de promotion, donc ça va du film qui va être diffusé uniquement sur internet, qui va faire des fois 30 secondes, 1 minute. On est souvent dans des films 2-3 minutes. On fait de la pub TV, on fait des films presque documentaires. Et on touche à différents formats. Donc on va parler de ce format, de se poser ces questions-là. Je veux faire un film, mais il doit durer combien de temps? Qu'est-ce que je mets dedans? Est-ce que je fais des interviews? Vous allez voir qu'il y a plein de formats différents. Et puis après on va parler un peu de la mise en ligne, mais de la mise en ligne pas sur le plan technique. Je ne parle plus de fichiers, on va parler plutôt du choix du titre du film quand vous allez le mettre en ligne sur YouTube, votre site, et il va falloir l'indexer pour qu'il soit vu et reconnu par les moteurs. Donc le choix du titre, le choix des mots-clés, la traduction, est-ce qu'on le traduit ou pas, et si on le traduit, est-ce qu'on le double, est-ce qu'on le fait en français, en anglais, le choix du visuel qui est important. Et puis après comment on le diffuse. Donc là on va parler des réseaux sociaux et on va parler de tous les outils périphériques qui permettent de faire connaître un film. Ça peut être montrer les coulisses, faire un making of, hein, voilà, on va parler de tout ça. Et après moi en fonction de vos besoins aussi, ce serait peut-être intéressant de faire après un tour de table et puis de voir un peu quels sont vos besoins et les questions que vous vous posez par rapport à déjà ce qui s'est dit ce soir, et essayer peut-être de répondre aussi à vos besoins respectifs. Donc quel site choisir? Bon bah là faut même pas se poser de questions, tu l'as très bien dit, il faut pas déposer ses films sur son serveur, le serveur qui héberge son site internet. Il faut les déposer sur une plateforme qui est dédiée à la vidéo, qui est optimisée pour la vidéo au niveau des flux, ce qui va permettre de diffuser dans de meilleures qualités. Donc aujourd'hui, YouTube c'est évidemment la plateforme à laquelle on pense tout de suite. Pourquoi? Parce que au niveau du référencement sur internet, ça vous permet d'être bien référencé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les sites internet qui contiennent du contenu vidéo, le contenu vidéo compte dans le référencement d'un site internet. Alors on ne sait jamais à quelle hauteur. Les gens qui vous disent qu'ils savent exactement comment le référencement se passe, tout le monde essaie de suivre, mais on n'est jamais sûr, il n'y a pas de certitude dans ce domaine-là, ils se gardent bien de livrer tous leurs secrets. Mais par contre ça compte, et YouTube c'est certainement la plateforme qui permet d'être le mieux référencé, quoi. Et qui a le plus gros trafic, le plus gros volume et le côté universel qui pour l'instant et puis qui techniquement marche très bien. Il y en a d'autres. Alors moi je ne dépose pas mes films sur 10 000 plateformes. Alors, moi Vimeo j'en parle quand même parce que Vimeo par contre on a de la qualité à tous les niveaux. C'est à mon sens la plateforme technique la plus aboutie et là où on a la meilleure qualité de diffusion au niveau de la fonctionnalité, au niveau de la qualité des films qui sont référencés.
Ça dépend. Après, vous serez à mon avis obligé de déposer votre film sur YouTube si vous voulez diffuser des films. C'est incontournable. Vimeo, nous, on se le garde plus pour les gens qui, enfin, dans certains domaines, on veut avoir une très bonne qualité, puis bien maîtriser certains paramètres du film. Vimeo est une plateforme intéressante. Moi, je vous conseille d'aller voir, ne serait-ce aussi pour voir des beaux films, parce que YouTube, il y a quand même un paquet de merde sur YouTube. Il y a les choses comme elles sont. Et aujourd'hui, moi, je suis plus un partisan de la qualité que de la quantité, quoi. J'ai plus envie de vivre dans un monde où on va développer la qualité que la quantité. Donc, allez faire un tour sur Vimeo, allez voir des films. Généralement, en qualité de film, il y a des très bons films sur YouTube aussi. D'ailleurs, la plupart du temps, en référence, moi, quand vous voulez faire connaître un film, moi, il a beau être sur Vimeo, tous mes clients partagent leurs films sur YouTube. Donc voilà, pour la plateforme. Le choix du format du film. Je vous en parle parce que souvent, nous, la première question qui se pose quand quelqu'un vient nous voir pour faire un film, c'est toujours la même approche. Alors, je veux faire un film, je veux qu'il soit le plus court possible, parce que plus il est court, plus il sera regardé. C'est n'importe quoi. C'est absolument faux. Moi, je me bats par rapport aux statistiques. Les gens, il y a des statistiques en plus qui changent. Les films sont regardés en moyenne 30 secondes. Vous voyez plein de statistiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dedans, il y a des gens qui vont regarder le film au bout de 2 secondes, qui vont arrêter, et il y en a plein. Il y a des gens qui vont regarder si le film il dure 3 minutes, il y a des gens qui vont regarder jusqu'au bout. D'ailleurs, sur Vimeo, on sait qui va jusqu'au bout, c'est vachement intéressant au niveau des stats. Et donc, la durée moyenne d'un film, ça n'a pas de sens. C'est pas... nous, on fait des films, je fais des fois des films de 14 secondes, et là, on bosse sur des films de 20 minutes. Et les deux vont être diffusés en ligne. En 14 secondes, c'est plus des formats TV ou cinéma, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que j'ai à dire, comment je le dis, est-ce que je fais un seul film ou est-ce que j'en fais plusieurs? Parce qu'effectivement, je ne vous dis pas qu'il faut que votre film il fasse 20 minutes, mais par exemple, là, on est en train de travailler avec un client, c'est un groupement on dit ESAT maintenant, des centres pour les travailleurs handicapés en Bourgogne. Il y a plusieurs, c'est un groupement de plusieurs ESAT. Ils voulaient faire ils ont besoin de communiquer, ils préparent un grand événement où ils vont diffuser un film. Donc là, on va faire un film qui va durer presque 20 minutes. Et ce film, on l'a conçu de façon à ce qu'on puisse le découper. Il y aura 10 modules de 1 minute à l'intérieur de ce film qui vont être légèrement réhabillés pour exister sur leur site internet et être mis en ligne sur leur site et avec des thématiques qui correspondent aux différentes pages de leur site, ce qui va permettre d'alimenter leur site en contenu vidéo, d'optimiser le référencement de leur site sur toutes les activités qu'ils font et qui seront présentées dans ce film. Donc on a ventilé on a pensé le film de façon à ce qu'il y ait effectivement un film assez prestigieux qui voit le jour, mais de façon aussi à ce qu'on puisse extraire des petits films d'1 minute qui sont des thématiques très précises qui collent aux thématiques de leur site internet, des pages de leur site internet. Voilà. Donc la question, il me faut un film, absolument un film. Des fois, on a des clients qui veulent absolument faire plusieurs films, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas forcément besoin de plusieurs films, et des fois, on a des clients qui veulent faire un film et tout raconter, et on s'aperçoit que c'est plus judicieux, peut-être, de faire plusieurs films. Typiquement aussi, c'est les témoignages de clients, de consommateurs. Ça sert à rien de tout mettre. Enfin, il y a des fois, il faut peut-être penser à les extraire du film, à les faire vivre en dehors, et à publier plusieurs films pour avoir un meilleur référencement aussi de son site internet, la page de son site. Donc quand on parle de format du film, souvent on pense, nous quand on parle de format, en fait c'est la durée, enfin on imagine souvent la durée, quoi. Donc il n'y a pas de durée type, là je vous dis c'est vraiment la question, moi je dis toujours à nos clients, un film c'est un outil. Nous on le conçoit pour nos clients comme un outil, il est dans votre boîte à outils. Après, il faut qu'il serve, il faut qu'il soit utile. Si c'est pour le diffuser une fois et puis le laisser dans la boîte à outils et pas le sortir, ça ne sert à rien. Donc, des types de films, il en existe plein. Et c'est pareil, des fois, quand vous faites un film, c'est intéressant, un film qui va faire 3-4 minutes, qui est assez dense au niveau information. C'est typiquement pour des événements, des fois on fait ça.
on va faire ce qu'on appelle un teaser en parallèle, c'est-à-dire qu'on va monter une bande-annonce. Enfin, un teaser, c'est une bande-annonce, c'est un format très court du film qu'on va pousser sur le web, qu'on va pousser sur les réseaux sociaux, qui est souvent assez impactante et qui va capter l'attention des gens qui vont ensuite aller voir le film, quoi. Donc, bien se poser la question quel format de film on décide de faire. Bon, pour l'instant, je ne vais pas vous diffuser de film, je ne suis pas là pour faire ma pub aussi, mais c'est important que vous ayez conscience de ces questions-là. Alors, comment bien référencer son film sur Internet, parce que vous allez tous faire des films. Alors déjà, le choix des mots est important dans le titre. Le choix du titre est très important. Souvent, des fois, on voit des titres un peu banaux, ça se dit. Des titres banals. Quand c'est banal au pluriel, c'est banaux, non, je sais pas. Le choix des mots est vachement important quand vous référencez votre film. Je sais pas si vous n'avez pas déposé de film, il faut savoir que votre film, vous allez le référencer sur Internet. Vous allez le télécharger sur la plateforme, télécharger le fichier, et ensuite vous avez plein de données à rentrer sur le site Internet, sur la plateforme sur laquelle vous téléchargez votre film, pour permettre à votre film d'être référencé par les moteurs de recherche. Donc ça, c'est une étape importante. Donc vous allez essayer d'avoir un titre qui donne envie d'aller voir le film, qui n'est pas une description la plus fade possible de votre film, mais plutôt essayer de trouver un angle. Alors bon, des fois c'est un petit peu abusé quand on voit certains titres, mais il y a des choses... qu'est-ce qu'on a fait comme film dernièrement? Si, on a fait un film pour Prodessa, l'association de service à la personne. C'était un film scénarisé avec des comédiens, on racontait une histoire. Et donc, quand on a poussé le film sur Internet, on parlait justement de Lou qui racontait l'histoire de Prodessa. On ne disait pas uniquement Prodessa, enfin le film Prodessa, parce qu'on aurait mis le film Prodessa, ça n'aurait pas été très sexy, quoi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on avait? Quel est le titre exact qu'on avait mis? Je ne sais même plus. Je suis en train de réfléchir. Il faudrait que je retrouve, je ne sais même plus quel titre on avait mis exactement. Et après, quand on présente le film, quand on indexe le film sur les plateformes, on va également faire un résumé de ce qu'on va trouver dans le film et on va rentrer des mots-clés. Les mots-clés vont permettre au moteur de recherche d'indexer le film. Et là, c'est pareil. Si par exemple, vous avez un camping, ce qui est peut-être intéressant comme mot-clé à rentrer, bien sûr, c'est le nom du camping, évidemment. Où est-ce que vous vous localisez? Alors, on peut peut-être mettre à la fois tous les niveaux de localisation, c'est-à-dire Champagnole, peut-être le nom de la rivière, peut-être forcément Jura, Franche-Comté, montagne, enfin, toutes ces indications-là. Peut-être le nom des... Je sais pas, je donne des exemples, je les invente pour que vous voyez, mais si vous avez des équipements particuliers, tous les rentrer et rentrer des mots-clés ensemble. Si vous avez une piscine, je sais pas moi, c'est intéressant de donner toutes ces informations-là parce que c'est ce qui va permettre au moteur de recherche d'indexer votre film et de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de votre film. Par exemple, nous, quand on fait des films et qu'on a envie qu'ils soient vus par des gens de l'image, on met même les objectifs, les optiques avec lesquelles on tourne, les caméras avec lesquelles on tourne, on met des informations techniques qu'on ne verra pas dans le film, mais qui permettent au film d'être mieux référencé sur les moteurs de recherche. Donc c'est intéressant, enfin, c'est important de se poser la question de ne pas mettre 3 mots évidents, camping, je sais pas moi, camping Jura, mais d'aller étoffer un peu la liste des mots-clés que vous allez utiliser. Donc des mots qui donnent du sens, des mots qui donnent des informations sur le sujet, le film et le sujet en question, et puis des mots qui amènent du trafic. Là, je vous dis, typiquement, nous, c'est quand on met les optiques, la machinerie avec laquelle on a tourné. Bon, là, c'est purement dans notre secteur d'activité, mais ça ne transparaît pas quand on voit le film. C'est pas une information qui apparaît quand on voit le film, mais nous, ça nous permet de booster le référencement du film et d'être vu par d'autres professionnels de l'image.
la traduction est-ce nécessaire, un ou plusieurs films? Alors oui, souvent on se pose la question, des fois, enfin je ne sais pas si ça vous concerne, mais quand un film doit être traduit, est-ce qu'il faut tout mettre absolument une traduction, un sous-titrage, et puis ne faire qu'un seul film où toutes les langues doivent s'y retrouver, enfin les anglophones et les francophones doivent s'y retrouver? C'est peut-être intéressant à un moment donné, techniquement c'est pas compliqué, d'éditer 2 films, un en français, un en anglais, et de les faire vivre sur Internet. Plutôt que de se dire, c'est toujours pareil, je mets toute l'info au même endroit, et les gens se débrouilleront pour prendre l'info qui les intéresse. C'est pas très comment dire, c'est pas très empathique comme attitude. Ça, souvent, l'idéal quand on peut, c'est d'éditer, surtout que ça coûte rien. Et c'est dans la logique des moteurs de recherche. Et c'est dans la logique des moteurs de recherche, c'est dans la logique de votre site internet, d'avoir cette réflexion-là, enfin ce réflexe-là, de se dire, plutôt que de tout grouper en disant les gens iront chercher l'info qui les intéresse, essayer de penser les choses pour que les différents publics s'y retrouvent tout de suite et un accès le plus simple possible à l'information. Le choix du visuel de promotion, donc là c'est pareil, je crois que sur YouTube il faut forcer un peu, parce que moi du coup, je fais enfin c'est les clients moi qui référencent leurs films. Quand on fait un film et qu'on le livre aux clients, nous on le met sur Vimeo parce que c'est notre outil de travail, mais nous on le met pas sur YouTube pour pas interférer avec le référencement du client. Donc, mais ce que je vous conseille de faire, c'est de bien choisir l'image qui va apparaître, qui va présenter votre film, parce que cette image-là, elle va donner envie de cliquer ou elle va pas donner envie de cliquer. Et des fois, ce qui est même intéressant à faire, c'est de construire une image de toute pièce. Le film Prodessa, par exemple, on a créé un visuel du film avec un texte sur l'image qui apparaît quand on va charger le film. On n'a pas pris une image lambda du film, on est parti d'une image du film, mais on l'a relooké pour donner envie et intriguer les... Il y a le mini-logo qui te demande. Le mini-logo et le logo qui apparaît sur la première image. C'est les deux choses que YouTube demande. Voilà, sinon il en prend une au hasard pour la première Sinon il en prend une au hasard. Mais le logo est obligatoire. Et par défaut, souvent, enfin la plupart des films qu'on voit référencés, c'est une image qui est prise au hasard et qui est pas forcément révélatrice du contenu du film, quoi. Or, on sait très bien que les gens, c'est un critère important pour aller cliquer sur un film et lancer la lecture. Alors après, votre film, une fois qu'il est en ligne, c'est pareil. Souvent, il y a des comment c'est écrit? Moi qui non, c'est moi. Non, bref, c'est pas grave. Moi, je fais des fautes d'orthographe. Hein. C'est pas. Les canaux de diffusion. Alors, souvent, forcément, on pense à Internet. Pensez aussi à l'envoyer par mail à vos contacts. Pensez éventuellement, ce qui est vachement important, à le mettre en signature de votre mail. Vous venez de faire un film. On avait fait un film avec Jeannot, un mini-métrage publicitaire. Eux, ils sont vraiment bien emparés. Enfin, ils sont emparés du film. On racontait une histoire sur 3 minutes et ils avaient vraiment changé toutes les signatures de tous les salariés de la boîte le temps de lancement du film. Et du coup, ils avaient explosé enfin, ça avait contribué vraiment à une forte consultation du film. Ça, c'est Prodessa l'a fait aussi quand on a fait leur film. Pensez à le mettre en signature de vos mails. C'est-à-dire concrètement, signature, c'est un lien? C'est un lien, ou alors après vous mettez carrément, vous créez un visuel avec derrière un renvoi vers un lien hypertexte qui renvoie vers le film. Un logo, on peut mettre le logo. Voilà, ça peut être un logo, ça peut être... YouTube et puis les gens qui dessus. Voilà. Mais ça peut être simplement un lien, une phrase que vous rajoutez avec le lien hypertexte dans votre signature. La jaquette que vous avez mis comme image pour YouTube, vous pouvez très bien la remettre en bas de votre page avec un lien. Ouais. Quand vous mettez une image sur une signature, vous pouvez spécifier un lien. Et ce lien, c'est celui qui va vous donner YouTube. Quand vous déposez votre film sur YouTube, il va vous indiquer le lien qu'il faudra publier sur votre site web ou vers tous les... Et ce lien-là, vous le mettez dans votre signature, dans l'image que vous avez faite pour YouTube. Comme ça, vous faites d'une pierre deux coups. Et puis le partager aussi à tout votre réseau aussi d'amis, enfin, pas que le réseau professionnel, parce que finalement,
Aujourd'hui, on sait très bien que le réseau d'amis contribue aussi à la diffusion du message, puis ce sont souvent aussi des bons ambassadeurs, les amis. Et puis vos clients aussi. Alors par exemple, moi j'ai un client qui est venu me voir, il fait des terrasses sur mesure, il voulait faire un film. En fait, je lui ai conseillé de ne pas faire de film avec moi, et d'acheter une caméra, parce que bon, il avait un budget qui était aussi assez serré, puis en plus, honnêtement, je me suis dit, vu ton métier, je pense qu'il faut que tu, à la fin de chaque chantier, il faut que tu puisses éditer un film, et tu ne vas pas faire un film toi-même après chaque chantier, ou le commander. Donc je lui ai fait acheter une caméra, une Brino, ça s'appelle. C'était une caméra qu'on a utilisée sur un autre projet, ça coûte 150 €, ça marche avec des piles LR6, et c'est des caméras de chantier qui peuvent filmer pendant des mois et des mois. Alors elles ne filment pas, elles prennent des photos, vous savez, à intervalles de temps réguliers, c'est du time-lapse, ce qu'on appelle du time-lapse. Et donc cette personne-là, je lui dis, mais tu mets ta caméra au début du chantier, sur ton chantier, qui dure plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et à la fin du chantier, tu la récupères. En plus, la Brino monte automatiquement le film, il a juste lui, il récupère un film qui est déjà monté, qui a une qualité moyenne, c'est pas non plus le film, mais largement suffisante, et en plus il y a le côté spectaculaire du time-lapse, où vous savez, vous prenez une photo toutes les demi-heures, et puis un film c'est 25 images secondes à la télé, 24 au cinéma, et quand vous collez toutes ces images, vous avez un film avec un film en accéléré du temps, et donc je lui ai conseillé de mettre uniquement son logo ensuite sur le film. Il envoie ça à ses clients qui sont super contents. Qu'est-ce qu'ils font les clients? Ils diffusent ça sur leur Facebook et sur leurs réseaux sociaux en disant oh, regardez, on a fait une nouvelle terrasse. Et du coup, non seulement il n'a même pas à faire de film, le film se fait tout seul, il faut quand même qu'il rajoute le logo, qu'il fasse la manip. Et derrière, il a des gens qui diffusent, qui font la promo de son travail, quoi. Donc c'est pareil, vos clients sont vos prescripteurs, quoi. C'est vachement important, quoi. Donc pensez aussi à envoyer, je dis ça, alors nous tous ces conseils-là, des fois on ne le fait même pas, vous savez, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés, mais pensez des fois à envoyer aussi le film à vos clients. Moi j'ai fait plusieurs films pour des campings, les clients sont des super prescripteurs, quoi. Vraiment des super prescripteurs. Alors les outils périphériques, après ça vous concerne pas tout, mais le making-of, nous on s'aperçoit que les making-of, vous savez, c'est les coulisses du tournage. Des fois on fait un film, Jeannot, Prodessa, tous ces films-là, on a fait des making-of. Alors le making-of, on le montre rapidement, on n'y passe pas trop de temps, parce que souvent c'est pas vendu au client, c'est un bonus, c'est un cadeau bonus. On le fait pas systématiquement, on le fait pour les gros projets. Et le making-of, des fois, il marche presque autant que le film, quoi. Les gens, ils adorent voir les coulisses. Ça veut dire quoi? C'est le film du tournage. Le making-of, c'est les coulisses. Vous savez, quand vous voyez un film au cinéma, sur un DVD, souvent vous avez le making-of à la fin dans les menus du DVD. Vous voyez les coulisses du tournage, vous voyez les plans foirés, vous voyez il y a le côté bêtisier, c'est un peu ça aussi. Moi, quand on fait des films avec des comédiens sur plusieurs jours, on a souvent quand même matière à faire un making-of. Et du coup, le making-of, c'est un très très bon outil pour... donc ça peut être un bêtisier de quelques petites choses, mais il y a un effet, les gens s'en emparent souvent. Et puis en plus, c'est une façon aussi de valoriser nous tous les gens qu'on ne voit pas forcément à l'image, qui participent aussi à la réalisation d'un film, quoi. Donc, un côté authentique, un petit peu comme sur les réseaux sociaux, c'est assez spontané, assez authentique. Ouais, et puis en plus ça montre aussi que pour réussir un beau film, il faut rater. Pour réussir, il faut rater. Là, dans la vie, il n'y a pas de secret. Hein. Si on veut réussir, il faut rater, quoi. Sinon, on fait que... Non, mais voilà. Et nous, en tout cas, à l'image, à la photo, et pour faire un film, pour faire un bon film, il faut rater plein... il faut oser de faire des choses un peu... il faut rater, quoi. Il n'y a pas de... Donc aussi, ça montre... En plus, c'est un côté très pédagogique, le making-of. Ça montre que avant de réussir, il faut rater, quoi. Pour les enfants, c'est bien. À l'école, on ne leur apprend pas assez. Les photos du tournage, des photos du tournage, diffusez-les aussi, ça fait partie des articles. Pourquoi pas solliciter la presse, vous venez de faire un film, la presse locale, alors évidemment, peut-être pas la presse nationale, quoique, ça dépend. Nous, on a déjà accueilli
des journalistes sur des tournages. Quand les tournages avaient un caractère un peu exceptionnel, on envoyait l'information aux journalistes et ça arrivait plusieurs fois que les journalistes viennent faire un article pendant le tournage. Mais ça, du coup, il faut l'anticiper. Des interviews, pourquoi pas aussi sortir, ce que je disais, sortir les interviews. Vous faites un film, il y a des interviews des gens qui témoignent, qui disent des choses vraiment intéressantes sur un sujet. Pourquoi pas extraire juste cette interview et la faire vivre seule dans votre site internet ou même sur vos réseaux sociaux. Et du coup, c'est une matière, souvent plus, en plus vous allez concentrer le sujet du film et vous allez finalement sortir un intérêt particulier, vous allez pouvoir communiquer en disant, enfin, c'est toujours assez intéressant de faire vivre de façon un peu isolée ces interviews. Pourquoi vouloir tout condenser? C'est comme un bouquin, quoi. Plus facile de lire un petit livre qui porte sur un sujet que d'aller... Enfin, je ne sais pas si l'exemple est bien trouvé, mais... les emails, on en a parlé dans les outils périphériques, et les teasers, c'est le fait de... Les teasers, c'est les bandes annonces. Et vous faites un film de 3 minutes, vous faites un petit teaser de 30 secondes peut-être pour faire connaître le film et donner envie de le voir. Merci à tous d'avoir participé à cet atelier juratique. Donc pour information, dans les pochettes, vous trouverez un questionnaire de satisfaction à me remettre à la fin. Et on vous invite aussi à venir à notre événement le 24 novembre au Carrefour de la communication à Lons-le-Saunier, le village numérique, qui aura pour terme tourisme et numérique. Donc toute la journée, vous aurez l'occasion de rencontrer des professionnels du numérique jurassien, avec aussi des innovations et des conférences et des web dating. Donc toutes les infos sont sur le site internet de l'événement qui est village-numérique-juratique.fr. Merci beaucoup.